Plus d'alcool. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité qui est évidemment dominée par cette attente insoutenable. Qui sera le ou la première ministre? Tiens, on aurait dû le proposer au patron d'Endemol. Il y a une auditrice qui a proposé, faites une émission dans laquelle les patrons travailleraient vraiment. Oh non, mais qui est cette auditrice? Nommez-vous, madame. Allez, Sophie de Menton est avec nous, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Jonas Haddad, conseiller régional de Normandie. Bonjour, vous êtes également avocat. Bonne année à vous. Bonne année à vous. Virginie Leguet, bonjour Virginie, bonjour, journaliste, bonjour, éditorialiste, politique. Bonne année également. Et Jean-Claude Beaujour, avocat et président du Forum transatlantique. Et bonjour, bonjour, Elisabeth Borne, donc, a remis sa démission hier. Ce qu'on m'a mis en titre burn-out, je trouve pas ça. Que retenir de cette démission? Est-ce qu'elle a abîmé la démocratie, comme l'a dit ce matin Manon Aubry au micro de Jean-Jacques Bourdin? C'est n'importe quoi, hein. Oui. Enfin, il faut pas. Justement, vous voyez, je trouvais que c'était très brutal. Et puis ça n'a pas de sens. Non seulement c'est faux, mais ça n'a pas de sens. Abîmer la démocratie, je pense qu'il faudrait peut-être revoir un peu ce que veut dire le mot démocratie. Absolument. Mais sinon, venant de la part de quelqu'un qui est LFI. Oui, on va en reparler, mais on va traditionnellement, on respecte la tradition, commencer par vos coups de cœur, vos coups de gueule. Virginie, c'est l'actualité également, c'est le déballage de la famille Delon. Oui, franchement, qui n'en finit pas. Qui n'en finit pas, tout le monde a l'air de porter plainte contre tout le monde, et je trouve ça bon. Je suis bien persuadée qu'Alain Delon a été un père compliqué, un père très préoccupé par lui-même et sa gloire et ce qu'il était, ce qu'il voulait ou pas, mais de voir là, alors qu'il est encore vivant, il a 88 ans, je crois qu'il est très affaibli, mais il est encore vivant, de voir déjà ses 3 enfants étaler leurs divergences. Alors on entend bien que c'est sur fond de succession et que l'une serait avantagée par rapport aux 2 autres, et que finalement les soins préconisés en Suisse ne seraient qu'une façon d'échapper aux règles de la succession française. Je trouve tout ça totalement sordide, totalement malvenu. Je peux comprendre les griefs accumulés depuis des années, je peux comprendre tout un tas de choses, mais de grâce, un peu d'essence. Oui, c'est malaisant, comme on dit. Oui, c'est gênant, c'est malaisant, surtout que j'ai l'impression qu'il ne peut pas lui-même prendre très facilement la parole. Non. Donc s'il entend tout ça sans pouvoir y réagir de façon audible auprès du grand public, c'est terrible. Que dit l'avocat je vais vous dire, bien sûr, Alain Delon est une personnalité, donc on en parle. Moi, ce que j'ai envie de dire à l'ensemble de nos auditeurs, c'est que malheureusement, les questions de succession sont toujours l'occasion de conflits familiaux, et ça c'est vrai partout. Moi je l'ai constaté dans mon métier, c'est vrai partout. Alors un conseil: on prépare sa succession. Mais elle est préparée, c'est ce que dit. Attendez, quand je dis préparer, ça veut dire, y compris un phénomène qu'on a aujourd'hui et que je vois sur le terrain, de familles recomposées ou de gens qui vivent de manière non mariée. Attention aux relations qu'on peut avoir entre les uns et les autres, etc. Préparer sa succession, c'est pas qu'autour de ses héritiers connus, parce que je dis bien connu, oui. Mais c'est tout un environnement, surtout lorsqu'on a une personnalité, surtout lorsqu'on a un patrimoine, parce qu'on parle de 20 millions de patrimoine. 20 millions de patrimoine, ça peut tirer, il peut y avoir des frustrations, des contestations, j'ai entendu etc. 300 millions, moi. Hier, donc moi, j'avais entendu 20, mais peut-être que c'est encore plus. La fourchette est large. Mais on a un autre avocat sur le plateau, Jonas Haddad. Parce que Anthony Delon dit que la succession est réglée, c'est-à-dire que Alain Delon a tout réglé, que sa sœur, effectivement, Anouchka, aura 50% de son patrimoine, lui et son frère 25% chacun, et que le combat, en tout cas d'Anthony Delon, c'est que son père reste à Douchy. Et Anouchka Delon, elle dit qu'il doit rentrer en Suisse pour se faire soigner. J'ai envie de lui dire qu'il y a de très très bons neurologues en France, qu'il a peut-être pas forcément besoin de repartir. Mais je pense qu'on sort du domaine du droit pour entrer dans le domaine de la morale. D'abord, il y a une notion qui s'est perdue ces derniers temps, notamment avec les réseaux sociaux et la communication autocrate, c'est la notion de pudeur. Quand on est dans une famille, on n'étale pas ça. Et voir, moi j'ai vu, je ne sais plus quel membre de la famille, aller aux 20h de TF1 et dire « Je regrette que notre vie publique soit déballée ». Pour le dire aux 20h de TF1. Oui, absolument, je suis d'accord avec vous. Et deuxième moment, c'est lorsque des conversations privées ont fuité sur les réseaux sociaux de la part d'un autre membre de la fratrie. C'est-à-dire que maintenant, quand on parle entre nous,
On se dit qu'on peut être enregistré, que cela sera diffusé. C'est-à-dire qu'on viole la vie privée en plus qu'on viole la pudeur. Ça, c'est condamnable. Oui, mais c'est regrettable. Le mal est fait. Je ne veux même pas commenter ça. Non, mais c'est tellement lamentable. C'est lamentable à tout point de vue. Et pardonnez-moi, les médias, ils en font des tonnes. Ils en font des tonnes. Mais de quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire d'inviter aux 20h d'abord, etc. Je veux dire, c'est invraisemblable. Et d'ailleurs, votre téléphone. Oui, mais surtout, il est. Non, mais là où je suis d'accord avec vous, non, mais je ne veux même pas. On ne va pas rentrer dans ce jeu. Nous sommes une émission de bonne qualité. Souvenez-vous qu'on avait déjà eu le feuilleton Johnny Hallyday séquencé, etc. Mais il était mort. C'est pour ça. Oui, mais c'est pour ça. Oui, mais c'est pour ça. Mais même mort, j'ai envie de dire, moi, j'en ai rien à faire de la succession d'un tel ou d'un tel. Et justement, pourquoi parle-t-on de la succession d'Alain Delon? Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le vrai sujet. Comment on organise la fin de vie, parce que nous avons de plus en plus de nos aînés qui vivent plus longtemps, et ces sujets-là doivent être mieux gérés. Au-delà du cas... ils ne seront jamais mieux gérés, parce que depuis que le monde est monde, les gens s'engueulent pour l'héritage. Et même, alors d'ailleurs, disons, c'est pas uniquement une question d'argent. Quand vous avez des familles, au contraire, où il y a très peu, il y a des tout petits héritages, ils se battent aussi, comme je sais pas quoi. Mais enfin, un peu de pudeur des médias aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais les médias sont là pour faire de l'audience. Les successions sont toujours le temps pour chacun de revoir l'histoire familiale dans la fratrie. Absolument. Est-ce qu'il est content d'avoir été l'aîné, le dernier, celui du milieu? Comment a-t-il été traité par rapport aux autres? Est-ce qu'il a été moins aimé, plus aimé? C'est ça qui se rejoue. Et ça, malheureusement, c'est imprévisible. J'entends bien les mises en garde de mon voisin, mais ça n'y changera rien. Chacun rejoue son film personnel. Vous avez à ce point raison. Une anecdote, à ce point raison. C'est Brigitte Bardot qui appréciera. Je me souviens avoir passé pour une amie 5 heures chez le notaire pour essayer de déterminer la valeur d'un chien qu'avait pris l'un des co-héritiers, lequel chien était mort. Donc, on a passé 5 heures à essayer de définir le prix, parce qu'il rentrait dans la succession. Et donc voilà, c'est pour dire à quel point c'est l'occasion en réalité. Non, mais le sujet le plus important, c'est l'occasion. C'est en fait, ça nous renvoie aux relations familiales, aux relations humaines, à la manière dont quand on est père ou mère, comment est-ce qu'on organise une fratrie. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est le travail des parents d'organiser, de faire vivre une fratrie. Pas toujours facile. Oui, hélas, tout ne se passe pas toujours très bien, effectivement. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. C'est Brigitte Lahaye. Pour cette nouvelle année 2024, n'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante. Alors faites-vous plaisir et accordez-vous vos désirs les plus chers. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, il est 11h. Sud Radio. Parlons vrai. Le point sur l'information avec Romain Brouillaz. Bonjour. Bonjour à tous. Matignon attend son nouveau locataire. Hier soir, Elisabeth Borne a remis la démission du gouvernement à Emmanuel Macron, qui l'a accepté. Plusieurs noms circulent désormais pour lui succéder, dont celui du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. L'annonce du nouveau chef du gouvernement est attendue dans les prochaines minutes. Le mercure continue de chuter en France. Ça devrait être la journée la plus froide de la semaine aujourd'hui, selon un Météo France. Et dans ce contexte, 9 départements ont été placés en vigilance orange pour neige et verglas. L'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie s'ajoutent ainsi à l'Essonne, aux Yvelines, à l'Eure, la Manche, le Calvados et l'Orne. À noter également que la vigilance pour le risque de crue est toujours en vigueur dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais qui attend d'ailleurs la visite de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Un déplacement pour présenter les mesures que compte mettre en œuvre l'exécutif face aux inondations exceptionnelles qu'a subi le département la semaine passée. Sur place, la situation s'améliore, la décrue se poursuit. 3 policiers jugés à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Ils comparaissent pour l'interpellation violente de Théo à Aulnay-sous-Bois en 2017. L'un d'eux est poursuivi pour avoir grièvement blessé le jeune homme par un coup de matraque télescopique. Le principal accusé encourt jusqu'à 10 ans de prison. Boeing va devoir resserrer la vis. La compagnie aérienne américaine United Airlines a indiqué hier avoir découvert des boulons mal vissés lors des vérifications sur les portes condamnées de ces appareils Boeing 737 MAX 9, les mêmes que celles arrachées lors d'un vol Alaska Airlines vendredi dernier. Tous ces avions sont maintenus au sol le temps d'une inspection sur ordre de l'agence américaine
américaine de l'aviation civile. Et puis le CES de Las Vegas s'ouvre ses portes aujourd'hui. Le traditionnel salon de l'innovation technologique espère retrouver son élan après les années creuses dues au Covid-19. Pour ce faire, le salon annonce plus de 20 000 nouveautés dans ses stands. Les organisateurs attendent plus de 130 000 visiteurs dans les allées du centre des expositions de Las Vegas. Le salon fermera ses portes vendredi. Excellente journée à notre écoute. Et tout de suite, les pronostics hippiques de Jean-Paul Delperrier. Bonjour Jean-Paul, vous êtes à Vincennes aujourd'hui. Et oui, ma chère Valérie, bonjour à vous, bonjour à tous. Le prix du Limousin va nous être présenté donc à 13h55, 2850 mètres sur la grande piste, 16 partants. Le 15 Give Me sera ici mon favori devant le 10 Here We Go, 14 Hello Sport, 16 Equiano, 7 Ops, 5 Gardon, 11 Éternel Amour et 3 Hold Up du Saptel. 15, 10, 14, 16, 7, 5, 11 et 3. En sélection du jour à Toulouse, en réunion 3 course 4, je vous conseille le 15 Gasque. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, nous commentons l'actualité qui est l'attente de la nomination du nouveau Premier ministre. Apparemment, la garde républicaine est en train de se préparer à Matignon, donc peut-être nous arrivons au bout du suspense. Voilà, peut-être que nous arrivons au bout du suspense. Nous allons donc évoquer ce remaniement, le départ d'Elisabeth Borne, ce changement de gouvernement va changer. Ça va dépendre beaucoup du Premier ministre et des ministres qui le composeront. Et puis voilà, la vraie question, c'est est-ce que c'est toujours Emmanuel Macron le vrai Premier ministre? On continue notre tour de table. On va passer du temps sur la famille Delon. Jean-Claude, on va rester avec vous dans un sujet un peu plus en marge de cette actualité politique. Oui, c'est le mauvais temps. L'actualité politique, enfin, c'est pas tant le mauvais temps. Hier, on a pu constater l'incapacité de la SNCF à gérer des incidents qui sont certes importants, mais qui étaient prévisibles parce que ça faisait plusieurs jours qu'on nous annonçait le mauvais temps, et plusieurs centaines de voyageurs ont une fois de plus en Basse-Normandie, en direction de la Basse-Normandie, sur les lignes J et L, ont été bloqués, incapacité de se rendre au travail, etc. Alors, si vous voulez, je comprends qu'il puisse y avoir des incidents techniques. Il y a deux choses qui me gênent. Tout d'abord, c'est l'absence d'information, et beaucoup de voyageurs se sont plaints de l'absence de communication et de l'absence de l'incapacité à gérer les crises. Vous savez, les crises, par définition, généralement, les grosses crises sont identifiées et on a des process de gestion. Là, première chose, on a un sentiment qu'ils sont désemparés, alors même qu'on nous annonçait le mauvais temps depuis un certain moment. Donc potentiellement, on sait qu'on peut avoir ce genre d'incident. Et puis la deuxième chose, je suis comme beaucoup usagers, on paye de plus en plus cher le transport, et on a le sentiment, je dis bien le sentiment, que ça ne fonctionne pas toujours bien, en tout cas de manière pas toujours optimale. Alors on est resté sur un régime ancien de service public, d'usagers du service public. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont maintenant des entreprises qui ont un fonctionnement d'entreprise privée, et que lorsqu'on répond pas à ces obligations contractuelles, eh bien on est responsable civilement. Et donc la moindre des choses, c'est non seulement de compenser les voyageurs, mais de mettre en place, de s'engager à mettre en place des mesures qui sont dans ce type d'incident, qui peuvent vraiment pallier, parce qu'il y a des centaines de gens qui n'ont pas pu se rendre au travail. Oui, c'est le cas dans votre région, Jonas. Ah, tout à fait. La quasi-totalité des départements normands sont concernés. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de neige. Je le disais tout à l'heure à Sophie de Menton, c'est qu'en fait, nous on pensait qu'il allait avoir une fine couche, et en réalité ce matin les gens se lèvent. Alors cela dit, l'évolution des modes de travail fait que c'est moins percutant, et notamment les préfectures en Normandie ont recommandé le télétravail. Et donc en fait, on voit bien que là-dessus, autant le télétravail parfois peut être débattu, autant là ça permet. Il y a 30% de gens qui peuvent faire du télétravail. Voilà, c'est ça le sujet. C'est ça le vrai sujet. Et puis les commerçants, on n'est pas serveurs en télétravail. On a l'impression, je trouve que c'est un jour sans fin. Tous les ans, quand il y a des intempéries, tous les gens, on a la même discussion. La SNCF n'a pas prévu, les trains manquent, pas d'informations, les routes ne sont pas allées voir. Mais ce qui est extrêmement étonnant, c'est que pourtant il y a des progrès, notamment en matière de data. On nous dit que ça devient de plus en plus fin sur les téléphones, à savoir à la minute, à l'heure près, ce qui va se passer en termes de neige. Et en fait, on est encore avec des solutions du XXe siècle en matière de prévention sur le salage, alors qu'en réalité, on devrait être avec des solutions du XXIe siècle, exploitant tout le potentiel du numérique. Regardez sur le salage,
quand il a lieu. Oui, regardez la nationale 118. Je suis devenu un pro, il y a salage curatif et salage préventif. Et il y a zéro salage parfois. C'est pour ça que et là, on a fait du salage curatif. C'est pour ça que je vous dis, on n'est plus sur des incidents imprévisibles, puisqu'évidemment, ce sont des éléments qui existent, qu'on peut prévoir. On a des modes de gestion qui sont prévus. Vous savez, en matière aéronautique, on a des process extrêmement précis. Dans les entreprises, tout simplement, dans le privé. Il y a des process très précis, et là on a l'impression qu'il y a une indifférence, puisque chaque fois on nous dit il y a eu un peu de neige, mais vous savez, un peu de neige en hiver, c'est dans l'ordre naturel. Mais personne n'est responsable, personne n'est responsable. Vous avez des gens de bonne volonté, des fonctionnaires qui sont là, c'est pas leur boulot, donc qui est responsable? On va faire un petit peu de comparaison. Vous savez, on va faire un peu de comparaison. Dans certains pays, on peut être condamné civilement et massivement. Ça fait un peu réfléchir. Vous voyez, mais qui? Les entreprises qui sont en charge de la prestation pas de l'administration, transport, notamment. Mais par exemple, la SNCF est une entreprise. C'est vrai. Juste vous dire qu'on ne sera pas au point pour les Jeux Olympiques, je peux vous l'annoncer en tout cas. Il n'y aura pas de neige en juillet. Mais c'est pas sûr. Non, mais il va peut-être pleuvoir, Valérie, attention. Hier, un proche arrivait à l'aéroport d'Orly, 23h. Il y avait des taxis, sauf que c'est tellement mal foutu cet aéroport que les gens font la queue. Il y avait 1 heure de queue pour avoir un taxi. Dans quelle ville aujourd'hui encore? Il y a un type qui vous place et le monsieur ralentit pour prendre des taxis. Bref, ne parlons pas que de Paris. Je me marre, je dis comme ça parce que je vois sur les chaînes d'infos, ils en sont à interroger les déménageurs devant Matignon parce qu'ils sont là à faire le pied de grue. Il y a rien que je trouve plus terrible. Moi, j'ai travaillé sur LCI que quand on est dans l'attente de quelque chose. Je me souviens de l'attente du décollage de l'avion, des footballeurs ou l'atterrissage, je ne sais plus. C'était interminable. Et là, ces pauvres envoyés spéciaux qui sont là à faire le pied de grue pour meubler. Donc nous allons peut-être avoir une information. Nous n'avons pas d'information pour l'instant, mais nous tenons à vous le dire. Voilà, et je suis là pour vous expliquer que rien n'est décidé. Alors, en attendant, Jonas Haddad, un coup de gueule. Alors c'est un coup de gueule qui est pas très violent, mais moi si vous voulez, on a eu les obsèques récemment de Jacques Delors, dans lequel Emmanuel Macron a mis en avant son engagement européen. Et 2024, ça devait être l'année de l'élection européenne. Et on devait normalement remanier après une élection. C'est ce que font tous les gouvernements. C'est si jamais vous êtes sanctionné, vous remaniez après l'élection. Mais résultat, avoir concentré dès le début d'année le remaniement et donc toute la tension politique autour de ce remaniement, en fait, on est en train quasiment d'effacer l'élection européenne. Or, cette élection, elle va être extrêmement importante pour trancher des sujets. Et on voit bien ici la déconnexion entre un tout Paris qui bruisse de rumeurs de remaniement et tout notre pays, le tout Paris et tout notre pays, qui est rempli, et on le voit à chaque entrée de ville et de village, de panneaux qui sont retournés. Des agriculteurs qui se plaignent de leurs conditions et qui expliquent que le modèle agricole, notamment ce qui a été mis en place par l'Europe, doit être un vrai sujet qui soit débattu. En Allemagne, vous avez 360 manifestations aujourd'hui d'agriculteurs. Et donc ce que je regrette, c'est que Macron, l'Européen, a concentré l'attention autour du remaniement. Et après la commedia dell'arte de la loi immigration qui a accouché d'une souris, on passe en réalité à côté des problèmes d'un pays, voire d'un continent. Comment on réforme notre agriculture? Comment on met en place une immigration et des frontières européennes? Comment on fait en sorte de ne pas devenir une colonie numérique de la Chine et des États-Unis? Autant de problèmes qu'on n'aura pas abordés pour se contenter de meubler, avec ce que vous avez dit, des commentateurs qui parlent de déménagement et non pas de nos agriculteurs. Enfin, dans 48 heures, il y aura un Premier ministre qui va peut-être parler des vrais sujets. Oui, mais non, vous allez voir qu'on va parler encore de la composition de son gouvernement, des passations de pouvoir, et on va totalement éteindre le mois de janvier qui aurait pu être consacré à l'entrée dans la question de l'élection européenne. Mais enfin, on peut considérer aussi que Gabriel Attal, si c'est lui qui est nommé dans quelques minutes ou quelques quarts d'heure, serait l'arme choisie par Emmanuel Macron contre le RN, parce que je rappelle que la tête de liste, je vais jusqu'au bout si vous me permettez, que la tête de liste, Jordan Bardella, a 28 ans, que lui-même en a 34, et que c'est finalement peut-être la solution pour essayer de combler le retard qui aujourd'hui est celui de la majorité sur le RN, qui arriverait largement en tête à ces élections européennes, qui est de 10 points. Donc peut-être que le souci, justement, d'Emmanuel Macron, c'est de rattraper le mieux possible une campagne qui n'a pas démarré et qui ne se fait pas, et de mettre en face de Jordan Bardella un
surdoué, on l'appelle comme ça, de sa propre famille pour espérer créer une dynamique. Et il faut bien reconnaître que de ce point de vue-là, Elisabeth Borne était très loin de savoir faire ça, enthousiasmer, entraîner. Donc peut-être que ça va être une des tâches de Gabriel Attal, encore une fois, si c'est lui. Ouais. Moi, je pense que vous avez certainement raison et que ce serait peut-être pour le dire en mauvais français, un des drivers du choix. Simplement, la réalité, c'est qu'en attendant, on va encore aller vers une non-élection dans laquelle on aura un match de ceux qui veulent sanctionner Emmanuel Macron ou de ceux qui veulent voter pour le RN sans trancher les sujets européens. Ce qui rend fou les gens et ce qui les frustre à chaque élection. Vous savez, les élections européennes n'intéressent pas tellement les Français qui votent pas très bien et qui votent en général tout le temps. Oui, mais c'est ce qui fait qu'on éloigne l'Europe des concitoyens. Vous avez raison. Je signale quand même que personnellement, il a dit je peux cumuler mon poste d'éducation nationale à celui de candidat aux élections européennes. Moi, j'étais scotché. C'était donc il y a 10 jours. Donc, il était en train de penser à ça. Donc, peut-être que c'est effectivement il y a cette idée sous-jacente, sachant qu'on a parlé d'un ministère qui serait assez complet, assez lourd pour l'aider. Il y aurait besoin de gens pour absolument aider Attal. On a dit qu'on aurait un ministère beaucoup plus étoffé. Ça veut dire qu'il n'aurait... quel ministère, pardon Premier ministre, pardon. Ah, Matignon. C'est-à-dire que si je vous suis, il sera Premier ministre, ministre de l'Éducation et tête de liste aux européennes. Ça fait beaucoup sur les épaules d'un jeune Pour un jeune homme, ça fait beaucoup. Sophie, votre... Alors, moi, j'avais envie de faire un petit coup de cœur. Pas un grand. Un petit. Je dis bien un petit, mais quand même. J'étais au vœu de Le Maire, et donc hier au ministère des Finances, où il y avait quand même à peu près 800 personnes. Et il a fait un discours, et je dois dire que le maire essaie d'être honnête. Il a parlé des difficultés qu'il y avait. Il a parlé de la nécessité de baisser les dépenses publiques. D'augmenter les impôts. Non, il n'a pas parlé d'augmenter les impôts. Il a dit qu'il fallait augmenter le pouvoir d'achat. Et il sait très bien que pour augmenter le pouvoir d'achat, il faut réduire la distance qu'il y a entre le salaire brut et le salaire net. C'est ça le problème. On peut pas augmenter. Vous sortez 200 € de votre poche. Il a 200 € dans sa poche, le salarié, et ça vous a coûté le triple. Bon, mais il a raison aussi de faire un effort pour augmenter les seniors. Et ça, c'est vrai que c'est le rôle des chefs d'entreprise et il faut qu'ils s'y mettent. Il sait très bien qu'il y a un plein emploi qui est quand même assez incompressible. Il a quand même dit le plus dur est devant nous. En disant que c'était c'est bien. Bah oui, mais il dit la vérité, Bruno Le Maire, et il est très embêté. Il est très embêté parce que il a dit d'ailleurs devant des patrons d'éthique il y a pas longtemps, si je veux réduire les dépenses de l'État, je dois diminuer le temps de chômage par 2, et j'ai la France dans la rue. Donc quand on a quelqu'un de courageux, il a essayé de le dire, il résiste. Alors on dit ah oui, il reste à son ministère, c'est bien. Je crois qu'il aurait assez envie d'un ministère qui comprennent le ministère de l'Emploi et celui de l'économie. Ce serait peut-être pas idiot. Enfin, chaque année, Bruno Le Maire dit « Oh là là, il faut s'occuper des finances publiques ». Et chaque année, c'est fameux. On lui dit non. Enfin, on lui dit non. À ce moment-là, si on n'est pas content de ce qu'on vous répond, je vais jusqu'au bout. Si on n'est pas content de ce qu'on vous répond quand on émet un vœu, on s'en va. On s'en va. Malgré tout, il est à ce poste. Rappelez-moi depuis combien de temps il est à ce poste. Et chaque année, il dit les mêmes choses. Chaque année, il dit oh là là, les finances publiques, c'est une horreur. Il a fait des choses. Ah bon? Il a dépensé énormément d'argent. Je ne dis pas. On oublie le Covid. Juste un petit chiffre peut-être pour mettre un peu de rationnel dans le débat. Cette année, nous avons atteint le record d'emprunt de la France sur les marchés. Donc en fait, en réalité, il a dit la vérité, mais il a dit la vérité. Mais derrière, il a fait exactement peut-être l'inverse. Mais c'est une vérité que lui-même construit chaque année. Et encore une fois, à chaque fois et chaque année, vous le dites justement, on nous dit qu'on va éplucher au peigne fin, je cite, l'ensemble des administrations. Et qu'est-ce qu'on nous a sorti encore? Et là, ça vient de Bercy. Qu'est-ce qu'on nous a sorti encore il y a quelques mois? Le bonus réparation pour les chaussures. C'est mon préféré, ça. C'est-à-dire qu'on a continué
a embauché des fonctionnaires qui sont allés contrôler les cordonniers pour savoir s'ils étaient éligibles à donner un bonus réparation pour les gens qui font réparer leurs chaussures. Il n'y a pas que les chaussures. Et qu'on a payé avec nos impôts. On raccommode aussi. Et qu'on a payé avec nos impôts des spots qui expliquent qu'il faut dévendre et arrêter de vendre. Oui, non, mais il faut le répéter tous les jours, ça, Valérie. Tous les jours, ces deux choses-là. Tous les jours. On se retrouve dans un instant. Visiblement, les choses se mettent en place. Le maire de ces deux mesures. Au ministère de l'Éducation. C'était au ministère de l'Éducation que se pressent les camions de déménagement. Donc, les indices sont nuls. Ah, voilà, il est en train de parler, Gabriel Attal, en ce moment. À tout de suite. C'est Jacques Pessis. Bonne année, très bonne année. Une année meilleure que les précédentes. C'est tout le bien que je peux vous souhaiter. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Chez Netto. Sur Seat.fr, pensez à covoiturer. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, Gabriel Attal est donc en train de s'exprimer en ce moment au ministère de l'Éducation, mais c'était un rendez-vous prévu. Donc les chaînes d'infos sont en toupie comme des coqs sans tête, c'est ça. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il est ministre de l'Éducation. Il s'adresse au proviseur. C'était un rendez-vous prévu de vœux traditionnels. Et donc, on imaginait mal Gabriel Attal s'exprimer, prendre la parole en n'ayant pas été nommé. Donc, remarquez qu'on a. On ne fait pas ses adieux quand on n'a pas un successeur. Mais vous vous souvenez qu'il y en a qui savent pousser les lignes, puisque Jospin, sortant de Matignon, est contre les usages, disant j'ai vu le président de la République, il m'a proposé d'être Premier ministre, j'ai accepté, donc il a fait sa propre annonce. Ouais. Donc pourquoi pas. D'ailleurs, à ce propos, il y a quelque chose que je trouve dans le même genre assez scandaleux, c'est que on dise à Elisabeth Borne qu'elle présente sa démission, qu'ils aient le courage de dire je me sépare du Premier ministre. On est obligé de la mettre. C'est ce qu'elle a dit, non? Non, mais c'est la formule consacrée. Elle a essayé. Oui, mais cette formule est hypocrite. Pour qu'il y ait une sorte de vraie de proximité constitutionnelle, puisque la Constitution prévoit que c'est le Premier ministre on est quand même dans un régime semi-parlementaire. C'est le Premier ministre qui gouverne, c'est le Premier ministre qui rend sa démission. D'ailleurs, hier soir... On lui impose, personne n'a jamais... Attendez. On parlait de constitutionnellement, c'est pour donner... Vous savez, c'est toujours un peu comme cela. Il y a la réalité, puis on habille les choses. C'est un habillage constitutionnel et juridique, parce que le président, en principe, ne peut pas contraindre le Premier ministre, le chef du gouvernement... encore une fois, c'est une hypocrisie. Mais je pense... Juste sur la forme, qu'en pensez-vous de la manière dont elle est remerciée, Elisabeth Borne? Elle est congédiée. Est-ce qu'elle a démérité? Cette femme, moi je ne l'aimais pas en tant que ministre des entreprises, je le dis honnêtement. Je trouve qu'elle était tout à fait une femme de gauche qui n'aimait pas tellement l'entreprise. Je trouve qu'elle a été d'un courage exceptionnel. Elle n'est responsable de rien, elle ne fait qu'obéir au président de la République. Quand on dit qu'elle a fait des 49.3, c'est dans la Constitution, de là et pas d'autre choix. Donc je pense que c'est terriblement injuste. Ce n'est pas du tout quelqu'un... aucune de ses idées, je ne la partage, et j'ai de l'admiration pour le courage de cette femme. Ouais. Moi, je trouve qu'en fait, quelle que soit votre attitude, vous dépendez totalement de Macron pour le coup. Lorsque vous êtes extrêmement populaire comme Édouard Philippe, vous êtes remercié. Lorsque vous êtes passe-muraille comme Elisabeth Borne, vous êtes remercié. Et en fait, courage à celui ou celle qui remplacera Elisabeth Borne, parce qu'il sera lui aussi à la merci du maître des horloges, qui a en fait... La seule chose qui lui reste, c'est la capacité à nommer un gouvernement. Oui. Mais encore une fois, nommer un gouvernement ne veut pas dire nommer un cap. Et aujourd'hui, il n'y a pas de cap. C'est ce qu'on a évoqué. Impossible, avec une majorité relative extrêmement compliquée à gérer. Elle a quand même réussi à faire adopter, alors dans des conditions rocambolesques, la loi sur les retraites qui a été très impopulaire dans l'opinion publique, et la loi sur l'immigration qui a d'une certaine façon cassé une partie de sa majorité. Mais elle est travailleuse, accrocheuse, tenace. Extrêmement sérieuse. Bon, elle n'a pas ce côté j'entraîne derrière moi les uns ou les autres. Et elle est même d'ailleurs pas très aimée. Et on a longtemps dit, et on l'a dit encore ces jours-ci, ces dernières heures, que ses relations avec Emmanuel Macron étaient un peu compliquées. Et à cet égard, je regarde le tweet qu'Emmanuel Macron a lui-même publié, où on le voit quasiment rire avec Elisabeth Borne, chose que moi je n'ai jamais vu faire. Je les ai jamais vus rire, je les ai jamais vus
bien s'entendre, rien n'était fluide entre eux. Donc ce tweet est un peu surprenant, mais voilà, moi je trouve qu'elle est loin d'avoir démérité. On lui a fixé une mission genre impossible, et elle s'en est finalement à peu près débrouillée. Je ne sais pas qui aurait été capable de faire voter 2 textes aussi difficiles que ceux qu'elle a fait voter. Tout à fait d'accord. Moi, je trouve que les reproches excessifs contre Elisabeth Borne sont pour le coup déplacés, parce que au fond, ce qu'on lui reproche aujourd'hui, ce sont des choses qu'on savait auparavant. Elisabeth Borne, c'est une polytechnicienne, c'est une femme de cabinet. Elle avait été jusqu'à une période récente directrice de cabinet, très rapidement PDG de la RATP. Donc, si vous voulez, c'était pas une politique, c'était pas une femme habituée des partis politiques, des courants de la chose politique, même si elle était dans des cabinets ministériels. Donc, ce qu'on lui reproche, le fait d'avoir pas eu d'expérience politicienne propre, on le savait avant. On lui reproche un peu sa rigueur et sa froideur, mais on le savait avant. Je trouve que c'est excessif, d'autant que moi je rappellerai simplement que le régime présidentiel mixte français, on le sait depuis maintenant un certain temps, c'est un régime purement présidentiel. D'ailleurs, on est un certain nombre à se demander, est-ce qu'il ne faudrait pas simplifier les choses et supprimer le poste de Premier ministre, que les choses soient claires et que le président soit directement... c'est une question, il faut y réfléchir, parce que finalement, j'entends bien, le président et le Premier ministre est là pour exécuter ce que dit le président. Souvenez-vous de la remarque de Jacques Chirac, je décide, il exécute. C'était certes à l'égard de Nicolas Sarkozy, mais c'était un ministre de poids. Donc on voit bien qu'il y a peut-être une ambiguïté, une spécificité, je ne dirais pas ambiguïté, mais une spécificité française sur laquelle il nous faut réfléchir. Oui, en tout cas, le flottement dans lequel on se trouve en ce moment me semble assez inédit, non ? Ceux qui ont un peu d'expérience, c'est-à-dire qu'en général, c'est ce que j'ai entendu par les différents observateurs politiques, Virginie, vous aussi, vous avez cette expérience, c'est-à-dire que le Premier ministre ou la Première ministre présente sa démission, et dans la foulée est nommé le nouveau Premier ministre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir. Mais il n'y a jamais dans la foulée avec Emmanuel Macron. Il y a toujours beaucoup d'hésitation, beaucoup de procrastination, beaucoup de est-ce que je pourrais faire ci, mais je pourrais aussi faire ça, est-ce que je pourrais choisir X, mais je pourrais choisir Y, et ça dure, parce que je rappelle que hier à l'Élysée, on nous disait avant 20h. Après, on nous a dit avant 8h du matin. Aujourd'hui, il semblerait que ça soit avant 12h. Mais moi, ce que je trouve, c'est que d'abord, il y a quelque chose de méprisant vis-à-vis de ce qu'on peut appeler la communauté politique, qui évidemment s'inquiète, se demande si elle va faire partie de ce remaniement ou pas, vis-à-vis de ceux qui auraient pu être Premier ministre ou non, et même vis-à-vis des Français. Soit on a une vraie idée dans la tête et on l'applique, soit on n'a pas d'idée. Et c'est ça le plus inquiétant. C'est que quelle personne pour appliquer quel programme? Le problème de Macron, quel rapport entre l'un ou l'autre? Aucun. Alors, on va marquer une pause et on continue. Ça y est on continue. Non, il n'y a toujours rien. Je vois que Gérald Darmanin, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, François Bayrou et Alexis Kohler s'opposeraient à Gabriel Attal, retardant la nomination du Premier ministre. Donc ça pose la question, on va y revenir. Il y aura de toutes les façons, même si ça pose la question de la décision du président dans tous les sujets. Absolument. Et puis la suite, ça veut dire que ça va... Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Toujours pas de fumée blanche, nous attendons la nomination du Premier ministre. On nous dit qu'il y aurait des oppositions à la nomination de Gabriel Attal. On va suivre ça évidemment toute la journée sur Sud Radio. Jonas Haddad, vous vouliez évoquer ce flottement qui a des conséquences sur la vie des Français en fait, parce que ça date pas d'il y a 3 jours cette idée de remaniement, ça date d'il y a plus longtemps et vous dites que ça bloque des décisions. Mais les auditeurs le savent extrêmement bien. Ils savent par exemple que dans des territoires, il y a des projets d'autoroute ou des projets différents, des grands projets d'infrastructure qui sont bloqués parce que tel ministre ne sera peut-être plus ministre dans quelques temps, et donc on dit attendons parce que le ministre va peut-être changer. Prenons un autre exemple, le ministre de la Santé. Il y a eu 7 ministres de la Santé, à chaque fois des nouvelles politiques. Sur le ministère de l'Éducation, Gabriel Attal n'a même pas fait une année scolaire complète que potentiellement on allait le remplacer. Donc en fait les profs se demandent encore quelle va être la nouvelle sauce. Et en fait, si vous voulez, un gouvernement, ça reste des ministres dont le rôle constitutionnel est d'être des chefs d'administration. Et donc aujourd'hui, en fait, les administrations se disent
on n'a plus de chef, donc on attend. Et vous savez, cette chanson qui dit on a l'impression que Macron réclame un joujou pour le réduire en miettes. C'est-à-dire qu'en fait, immédiatement, si ce sera son nouveau joujou politique, et on réduira en miettes à nouveau dans quelques mois, si c'est un fiasco aux européennes, je ne suis pas certain que le nouveau Premier ministre et qu'il n'y aura pas encore de nouveaux remaniements. Et donc cette instabilité chronique fait que, vous voyez, par exemple, on parlait tout à l'heure du ministère de l'économie. Le fait qu'on ait un ministre de l'économie qui soit identifié, on sait dans quelle direction il va Bruno Le Maire. Alors parfois il y a du droite, il y a du gauche, mais au moins on sait que c'est Bruno Le Maire l'interlocuteur. Là, tous les autres ministères, il y a une instabilité chronique qui paralyse le pays. Et cette procrastination, elle a des conséquences concrètes sur notre société. Ouais, mais c'est Sophie. Tout est paralysé. Je pense d'abord qu'il y a une erreur. Il n'y a pas de ministre à la tête des administrations. Il n'y en a pas. L'administration gouverne la France. Un ministre débarque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met des énarques, parce qu'ils connaissent un peu les rouages. Mais un ministre débarque, l'administration, ça va même jusqu'au plus bas niveau. J'arrivais dans un ministère et il y avait l'huissier que je connais depuis 15 ans. Qui me disait bonjour Madame de Menton, comment ça va? Je disais je voudrais voir je vais vous débrouiller ça. Je veux dire, c'est extraordinaire. Aussi la force de la France peut-être que c'est cette administration qui tient, mais ils ne sont pas à la tête. Le temps qu'ils comprennent l'administration, qu'ils trouvent ceux qui acceptent les ordres, parce que l'administration fait ce qu'elle veut, elle retraduit les textes dans des langages incompréhensibles, et c'est le problème français. Et puis par contre, je suis pas d'accord sur le fait que Macron a un joujou. Je crois que Macron est vraiment de bonne foi. Je crois qu'il a envie de faire bien. Je crois qu'il est indécis. Et là, mais qu'est-ce qui préside, par exemple, à son remplacement d'Elisabeth Borne? Rien. Qu'est-ce qui préside? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il remplace Elisabeth Borne aujourd'hui? Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est la question du remplacement qui est posée. Mais pourquoi pas la garder? Alors moi, je suis d'accord avec ça. Elle est très impopulaire. Moi, je suis tout à fait d'accord. On ne gouverne pas au sondage ni à la popularité. Elle est complètement de gauche. La droite, ça énerve beaucoup la droite. Monsieur Attal, il a été militant socialiste, cabinet Marisol Touraine. Il n'a jamais fait un pas en entreprise. C'est pas non plus quelqu'un qui incarne la droite. Il aime bien il est libéral. Quel est le projet politique qui vraiment impose de changer de Premier ministre? Moi, je n'en vois aucun. Nous sommes tous d'accord. Qu'y a-t-il de commun entre les différents candidats envisagés? Rien. Nous sommes tous d'accord. C'est la roulette russe, en fait. C'est un jour, c'est de Normandie, un jour c'est Attal, un jour ça peut être peut-être Bruno Le Maire. Entre Le Cornu et Attal, on ne voit pas la cohérence. Rien. Pardonnez-moi de très courtes observations. Virginie vient de s'opposer brutalement à moi en disant non, il ne faut pas changer le système, il faut un Premier ministre plus fort. Et si je l'entends, il faut un Premier ministre plus fort dans l'esprit de nos institutions. Le Premier ministre est le chef d'une majorité. Et donc aujourd'hui, nous n'avons pas de majorité qui ait changé. Il n'y a pas eu d'élection législative. Il n'y a pas eu de motion de défiance à l'égard de la politique menée par le président de la République. En tout cas, voilà. Donc la question est bien posée. Soit c'est le président qui préside et gouverne, soit il y a un Premier ministre. Et si vous voulez, chère Virginie, retourner aux fondamentaux, il y a un Premier ministre. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de raison majeure puisqu'il n'y a pas de changement de majorité parlementaire. La seule cause qui aurait pu présider au remaniement, c'est la motion de rejet qui a été votée à l'Assemblée nationale. Voilà. Emmanuel Macron a été battu à la fois aux législatives et à l'occasion de cette motion de rejet. Il aurait dû en tirer les conséquences et dire OK, voilà la motion de rejet, voilà donc la nouvelle inclinaison de la majorité. Encore une fois, je le redis, avec les nouveaux premiers ministres, on n'a pas de direction de la majorité. Quelle est la direction? Est-ce que, par exemple, Gabriel Attal, vous avez remarqué, on ne l'a pas du tout entendu pendant la loi immigration? Non. Quasiment pas. C'est pas son job non plus. C'est pas son job. Écoutez, c'est censé être un grand ministre, Nicolas Sarkozy très populaire. Pas que ce soit dans son portefeuille. Et donc, par exemple, typiquement, qu'aurait fait un Gabriel Attal dans le cadre du projet de loi immigration? Est-ce qu'il est pour ou contre, alors qu'il a milité dans tous les cabinets socialistes qui ont voté des lois qui allaient en faveur d'immigration? Il a 34 ans, pas tous les cabinets socialistes. Il n'a pas non plus une expérience politique. Vous vous souvenez de la fameuse circulaire Valls qui a ouvert les vannes de l'immigration? Il était dans un cabinet ministériel au moment où les vannes de l'immigration ont été ouvertes. Ça n'en fait pas un décideur. Maintenant ça va l'être. Maintenant ça va l'être. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi lui, alors qu'une motion de rejet a dit qu'on ne voulait pas d'un texte doux sur l'immigration? Parce que il a. Alors voilà, moi je vais vous donner la réponse tout de suite. C'est le seul ministre qui ait réussi à
très rapidement, sur un sujet effroyable, qui est l'éducation nationale, il a réussi à redonner un semblant de confiance. Et il est resté très peu de temps, donc on ne sait pas ce qui se passera. Il a eu le magistère de la parole. Il n'a pas encore de résultats. Donc on n'a pas encore de résultats. Mais tout le monde est content. Oui. Et donc, le président de la République s'est dit, là, il y a un mec, tout le monde est content. Il faut faire attention à la communication et à la politique de fond. Parce que, pardonnez-moi, ceux qui nous entendent, nos auditeurs, sont des Français qui attendent quand même un petit peu de résultats. Et je vous rappelle une chose, c'est que si nous ne sommes pas, par notre système démocratique, par nos institutions et notre fonctionnement, capables d'apporter des résultats concrets dans l'assiette, et puis dans le travail, et puis dans des tas de choses, eh bien, un jour, on va nous balayer et nous renvoyer tous les uns que nous sommes. Mais Jean-Claude, c'est exactement ce qui est en train. Non, mais c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je le dis. C'est même pas ce qui se prépare, c'est ce qui s'est déjà passé. On vit dans une forme d'uchronie dans laquelle on fait semblant de ne pas voir, par exemple, que la dernière élection européenne a été gagnée, je répète, a été gagnée par le Rassemblement national. L'avant-dernière aussi. L'avant-dernière aussi, que le gouvernement n'a pas de majorité. Et en fait, en étant dans un déni et en essayant de construire une réalité alternative, Emmanuel Macron est en train de préparer la victoire du Rassemblement national. Je dis bien, attention à ce que nos discussions, qui sont peut-être intéressantes, ne soient pas, qu'elles soient à Paris ou qu'elles soient ailleurs, parce qu'il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a de médias qu'à Paris, mais les discussions médiatiques autour de quelques initiés, nous ne sommes pas représentatifs de la grosse majorité. La grosse majorité de nos concitoyens attendent, mes chers amis, des résultats très concrets. Oui, non, mais c'est pas qu'on le sache, c'est pas qu'on le sache, c'est que ce soit concret. Attendez, on va être raisonnable. Vous savez très bien que les résultats concrets. Non, mais je suis d'accord. Non, mais vous venez de dire qu'il est resté 6 mois et qu'il n'a pas de résultats. Je voudrais finir ma phrase. Je peux finir ma phrase. Je voulais vous dire que déjà en 6 mois, il a redonné confiance, qui est fondamental. Que deuxièmement, attendez une seconde, que deuxièmement, il a déjà prévu le redoublement, ce qui est quelque chose d'assez fondamental, parce que les élèves arrivés ne redoublaient pas, et donc c'est un des systèmes quand même pour essayer que ça progresse. On va pas refaire tout, mais vous avez raison. Mais il a pris des décisions concrètes. Il a pris des décisions concrètes. Alors maintenant, les résultats, on les verra dans combien de temps ? Mais surtout que le prochain ministre de l'Éducation nationale pourrait agir complètement différemment. Alors, si j'étais le Premier ministre, je dirais qu'il fait la même chose. Quelle est la logique d'Emmanuel Macron de nommer, par exemple, tour à tour, Jean-Michel Blanquer, Pape Ndiaye, qui sont exactement à l'opposé inverse en matière je sais pas moi, d'orientation politique. Gabriel Attal, quelle est la logique en fait? Il n'y a pas de logique. Permettre à chacun de détruire le travail qui a été fait par l'autre et de recommencer à zéro sur une nouvelle feuille de route. C'est ça le problème. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a ouvert à Villers-Cotterêts le musée de la langue française et qu'il a inventé un mot concernant la guerre, qui était le mot où il fallait pas faire d'escalade. Je trouve ça assez amusant. Non, le président de la République. Oui. Escalade. Il a inventé un mot, genre bravitude. Mais donc c'est assez étonnant. Il est contradictoire dans tout ce qu'il fait. Le choix de Gabriel Attal, effectivement, peut sembler tout de même étonnant, parce que alors il est populaire. Il arrive deuxième. Alors est-ce que c'est le choix qu'a fait Emmanuel Macron? Oui. Enfin, il n'est pas encore nommé. Peut-être qu'on va. Moi, il y avait on va avoir une surprise peut-être. On va peut-être avoir une surprise. Moi, la question laquelle j'aimerais que vous me répondiez, c'est cette rumeur qu'on entend depuis hier, selon laquelle plusieurs ministres seraient opposés à son arrivée en tant que Premier ministre, à savoir Gabriel Attal, Bruno Le Maire, Bayrou qui pèse. Bayrou très opposé. Bayrou qui voilà, qui n'est pas un passeur de Premier ministre. Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, mais Darmanin quand même. Quelle est la marge de manœuvre du président de la République? C'est parce qu'il est obligé d'écouter ses poids lourds. Le président de la République est un funambule de talent, de génie, mais c'est un funambule. Il marche en permanence sur un petit fil très fin entre d'un côté des mercenaires, certains mercenaires plutôt de droite qui l'avaient rejoint, et une aile qui est plutôt gauche. Souvenez-vous quand même que Clément Beaune avait créé pendant le projet de loi immigration une boucle WhatsApp qui s'appelait Valeurs, dans laquelle il disait que le fait de rester au gouvernement était en opposition avec leurs valeurs par rapport à ce projet de loi un peu léger concernant l'immigration. Donc en réalité, le président de la République reste fidèle à sa fonction de funambule, et là il essaye de trouver le fil le plus épais pour pouvoir passer. Sauf qu'à un moment, les rapports politiques s'inversent. Pourquoi? Parce qu'en fait le quinquennat avance. Plus Emmanuel Macron avance dans son quinquennat, plus les autres se disent c'est peut-être moi qui serai en 2027, et donc l'avis d'Emmanuel Macron, je m'en passerai. Oui, parce que Emmanuel Macron non seulement ne pourra pas se représenter en 2027, mais il a une majorité relative, ce qui semble oublié tout le temps, et qu'il
nomme Gabriel Attal ou le Cornu oui, ou n'y changera rien, et c'est la donnée essentielle de ce deuxième quinquennat. Comment fait-on quand on a une majorité relative aussi fragile que celle d'Emmanuel Macron? Certes, nommer Gabriel Attal peut sembler un petit coup habile, parce que Gabriel Attal, il est agile, il est rapide, il peut courir derrière tous les ballons, il a cette espèce de souplesse politique que n'avait pas Emmanuel Borne, mais ça ne changera rien. Emmanuel Borne. Oh, je me suis trompée. Elisabeth Borne, pardonnez-moi, mais ça ne changera rien à ce qui constitue la difficulté de ce quinquennat. Mais la vraie difficulté, imaginons qu'il soit nommé Premier ministre, avec tous ces poids lourds quand même, Darmanin qui est une forme de poids lourd, etc. Et s'ils n'obéissent pas au Premier ministre? Alors, moi, je voudrais juste vous dire, là encore, pour répondre à votre question, Valérie, marge politique, la marge de manœuvre politique du président de la République, elle est celle de la réalité parlementaire aujourd'hui. Le président de la République, malgré tout, dans nos institutions, a besoin d'un Parlement et d'une majorité. Aujourd'hui, cette majorité est relative, elle est tout ce qu'on veut. Et donc, la nomination de tel ou de tel qui serait dans la pure lignée ne changera rien à sa marge politique. Sur le plan institutionnel. Et même politiquement, c'est pas l'arrivée de tel ou tel qui ferait, par exemple, que pourraient se rallier soit les députés LR d'un côté. Est-ce que c'est l'arrivée de monsieur Attal ou de madame Michu, pour employer une expression commune, qui pourrait faire que... Mais ça, c'est un sujet politique. Donc il faut poser la question aux responsables politiques, notamment aux responsables de groupes politiques, qu'est-ce qui ferait qu'ils se rallieraient? Il y a deux personnes qui auraient pu le faire. Pardonnez-moi. Et juste une chose. Et effectivement, plus on arrivera près de l'élection présidentielle et on commence à y venir à grands pas après les européennes, moins les gens se diront, attendez, je vais pas aller au secours d'une majorité à laquelle je n'ai pas appartenu dès le départ. Il y a deux personnalités qui auraient pu le faire, et Emmanuel Macron ne veut pas se sentir contraint, j'ai l'impression, par rapport à ça. C'est Gérard Larcher et Sébastien Lecornu. Gérard Larcher, qui est représentant des territoires et qui est le patron de la droite au Sénat, ou Sébastien Lecornu, qui a quand même été un jeune président de département dès 29 ans pour la droite et qui a encore de très fortes amitiés au sein de la droite, mais on a l'impression qu'Emmanuel Macron ne veut pas se sentir tenu. Non, mais il n'aurait jamais accepté Larcher. Oui, mais il lui a pas proposé. Même Lecornu, je peux vous assurer que dans les rangs de la droite, un certain nombre de personnes regardaient ça. Non, regardaient ça avec une vraie attention et auraient peut-être pu rallier. Non, pas encore. C'est l'heure de la pub, mais on se retrouve dans un instant. On espère que ça arrivera avant midi quand même. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. 10 minutes avant midi, toujours rien. Parmi les prétendants qui semblaient... C'est aucun de nous, parce qu'on ne nous a pas appelé sur ce plateau. On ne nous a pas appelé, pourtant j'ai bien chargé mon téléphone, il ne se passe rien. Je peux vous dire que Valérie regarde beaucoup son téléphone, donc on se pose des questions là. Non, rien du tout. Julien de Normandie tenait la corde à un moment, on a beaucoup parlé de lui. Moi je pense qu'on devrait, parce qu'il va finir par en avoir marre, Macron, il dit bon allez j'enlève Attal, parce que si tout le monde réagit, on sait jamais. Et il est spécialiste des surprises de dernier moment. Vous me le disiez tout à l'heure, qui avait-il nommé? Catherine Vautrin. Catherine Vautrin qui est partie avec ses valises. Donc Philippe de Normandie, je l'ai connu. Julien de Normandie. Je dis que je l'ai connu. Édouard Philippe est de Normandie aussi. Oui. Et donc de Normandie était d'abord Macron lui obéit un peu parce qu'il a un vrai caractère. Il a été dès le départ, je l'ai connu quand il travaillait et que Macron était secrétaire général à l'Élysée, il était déjà là. Il bosse énormément, etc. Et s'il est parti, alors qu'on lui réservait des beaux postes, d'abord il a été très bon à l'agriculture, et ce qui est un peu intéressant à signaler. Et s'il est parti, je me souviens, il m'avait dit mes enfants m'appellent monsieur. Oui, il a dit moi j'ai de case en bas, sa femme a accouché. Je vois pas comment on largue un poste de ministre en disant non mais attendez, je veux m'occuper de mes enfants et revenir pour un poste de Premier ministre. Alors là c'est la difficulté. Là, on s'occupe encore moins de ses enfants. Mais ils ont grandi les enfants. Je pense que tout ça est bon. Il y a de la communication sous tout cela. Effectivement, quand on exerce des responsabilités, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine privé, ça mange toujours un peu dans la vie. C'est pas manger un peu. Là, il devenait fou. Attendez, je termine. Je veux dire, quand vous êtes patron d'une boîte, vous n'êtes pas non plus aux 35 heures, etc. Donc oui, moi je
non, vous le savez mieux aussi bien que nous. Maintenant, je pense que le sujet reste toujours le même pour chacun. C'est pour quelle politique, quelles options, quels arbitrages qui devront être pris, quel cap. Et le président de la République nous a dit qu'il allait y avoir un grand rendez-vous, ou une grande relance, ou un grand plan, une rencontre avec les Français bientôt. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que c'est aussi ce qui va définir ce que nous ferons les uns et les autres. Et vous parliez, Sophie, de la défense, et je vous comprends, du monde de l'entreprise. Oui, on ne peut pas inlassablement attendre qu'il y ait des décisions. Quand on disait tout à l'heure qu'il y a des projets d'aménagement du territoire, derrière, ce sont des emplois, ce sont des tas de gens qui travaillent derrière, ou qui attendent qu'on les confirme, ou qu'on infirme les contrats qui sont prévus, qui s'installent, qui s'implantent. Nous n'avons pas le temps de perdre trop de temps. Je veux dire, c'est très bien de dire qu'on veut réindustrialiser. Et vous avez entre Julien de Normandie, qui est très sympathique en l'occurrence, et qui présente tous les traits de quelqu'un d'efficace et j'allais même dire de docile. Mais enfin, aujourd'hui, on le sait, et on le sait tous autour de cette table, la France est dirigée par 2 personnes, que sont Emmanuel Macron et Alexis Kohler. Elle le sera par 3, parce que Julien de Normandie doit tout à Emmanuel Macron et lui est redevable de tout. Il n'existait pas avant lui, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Gabriel Attal. Moi, j'aurais préféré un peu plus d'espace avec quelqu'un comme Gabriel Attal. Alors, je comprendrais qu'Emmanuel Macron cède à la fronde des anciens, j'allais même dire des mâles de plus de 50 ans qui trouvent ça scandaleux de nommer un Premier ministre si jeune. Mais c'est comme ça que ça se passe. On va pas en remarque sexiste, là. Non, en aucun cas sexiste. Bon, vous auriez pas dit femelle. La fronde de je l'aurais dit si ça avait été des femmes. Mais en l'occurrence, c'est pas des femmes qui s'en mêlent. La fronde de Bayrou. Non, mais là où elle a raison, sont des hommes plutôt âgés qui n'imaginent peut-être pas. La preuve, c'est que ce sont ceux qui sont restés le plus longtemps au gouvernement parce qu'ils ont un peu d'expérience. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ces hommes, je vais traduire la pensée, si vous me permettez. Non, mais c'est une expression mal blanc de 50 ans, moi que j'aurais pu. Oui, mais ça, je la précise bien. Elle n'a pas dit blanc, hein. Attention, elle n'a pas dit blanc. Non, mais c'est très communément. J'ai pas dit blanc. Je pense que ce qu'elle voulait exprimer, Virginie, c'est qu'il y a les jeunes et les vieux. C'est qu'il y a il y a les jeunes et les vieux. Il faut arrêter le jeunisme aussi. Non, mais est-ce qu'on imagine, non pas le général de Gaulle, mais est-ce qu'on imagine Gérald Darmanin, qui est pas tellement plus vieux d'ailleurs, Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire répondre au Premier ministre. César et Napoléon. En revanche, ce qu'on peut imaginer, c'est quand même qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il est élu pour son 2e mandat, il dit « J'ai entendu le fait que vous n'avez pas voté tous pour moi, mais vous avez voté contre Marine Le Pen. » Point 1. Point 2, il dit « J'ai entendu le fait que je n'ai pas une majorité absolue. » Point 2. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se retrancherait dans son dernier carré des fidèles. On est exactement. Alors, je veux dire, nous sommes d'accord. Et là, c'est même plus du en même temps, c'est du successivement. Le en même temps ne me gêne pas, comme vous l'avez justement dit, ça peut être une synthèse. Mais successivement dire, je vous ai entendu, et après, je n'en ai rien à faire. Mais ça va pas. Et je n'ouvre pas. Voilà, c'est pas possible. Ouais, bon. Pas possible. Alors, on m'a envoyé un tweet assez drôle qui dit remaniement, la fin de matinée, c'est jusqu'à quelle heure? C'est la question du moment chez les journalistes politiques. Pour y répondre, nous recevrons Frédéric Arnault, nouveau patron de la branche montre d'LVMH, pour nous donner l'heure et savoir effectivement jusqu'à quand c'est la fin de matinée. Parce qu'on nous a dit avant le 20h. Écoutez, on va faire un peu de le matin, c'est jusqu'avant midi. Oui. Donc il n'y a toujours rien. Donc le rendez-vous est raté là. C'est comme. Mais je pense qu'il y avait une règle qui disait que lorsqu'on ratait un rendez-vous, on devait quand même payer la consultation. Oui. Donc là, on va peut-être demander des explications au président en lui disant faut payer la consultation. Et puis Emmanuel Macron se tire une balle dans le pied parce que s'il voulait nommer Gabriel Attal, qui aurait donné un petit souffle, un petit coup d'entrain, parce que effectivement, on l'a dit, il est très populaire dans l'opinion publique. Mais attendre, l'effet de souffle, il n'existera plus beaucoup. Ça va faire comme un petit plouf, et c'est dommage. Oui. C'était déjà ce qui s'était produit avec Elisabeth Borne, c'était voilà. Mais là encore, on a raison. Les premiers ministres sont maudits. Hein. Non. Oh, les premiers ministres, franchement, qui arrivent à faire un vrai boulot et à changer la France. On a un système de la 5e qui est très compliqué. Donc, supprimons le Premier ministre. Vous voyez, surtout pas. Vous voyez, mais justement, tout le débat se pose. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir un système où le président est franchement responsable et puis ça évite ces périodes de latence où il y a un président qui est élu, il a ou pas une majorité, c'est un autre sujet. Il fixe le cap, c'est lui-même qui dit voilà ce que je vais faire, je vais le faire de cette manière, plutôt que de chaque fois dire je vais
chercher quelqu'un pour faire le boulot. On voit bien que la 5e mise en place par le général de Gaulle et par Michel Debré fonctionne très moyennement puisqu'on est arrivé au maximum du système. Vous voyez, regardez, le timing est assez incroyable. La semaine dernière, alors quand même on est en train de définir ce qu'on va faire comme gouvernement, comme politique pour le pays, on apprend que M. Moscovici a bloqué un rapport sur l'exécution en matière de migration. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en train de dire à tout le monde que nous avons un exécutif qui n'exécute plus rien et qui se contente aujourd'hui de faire du commentaire et de l'exégète. Ce sont des exégètes et non pas des acteurs de la vie politique. Ça qui est dingue. Et je comprends que les téléspectateurs, les auditeurs se disent mais quel éloignement, quel éloignement. C'est ce que je vous dis depuis le début. Pour nos auditeurs, Monsieur Moscovici, c'est le premier président de la Cour des comptes. Je rappelle que la Cour des comptes est la juridiction budgétaire de notre pays. Voilà. Mais les Français sont pas dupes et ils ont envoyé à l'Assemblée nationale lors des précédentes élections législatives, qui sont pas bien vieilles, à peu près l'équivalent de ce que représente chaque force politique. C'est-à-dire que pendant 40 ans, on nous expliquait « Ah, mais non, il faut un scrutin à la proportionnelle. » Il y est le scrutin à la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Donc les Français sont très malins, ils ont compris. Ils ont dit « On nous empêche de dire ce qu'on a à dire, mais on va le dire quand même. » 89 députés du Rassemblement national, 74 députés de la France Insoumise. On ne les écoute pas. Personne ne s'y était attendu. Bah, bien sûr. Non, on n'écoute pas cette majorité relative au gouvernement. Mais parce qu'ils ne veulent pas. Si, simplement, ils sont inécoutables parce que malheureusement, cette proportionnelle est une mauvaise proportionnelle puisqu'il y a des extrêmes et que tout le monde veut prendre la décision opposée au parti d'à côté. Donc l'intérêt de la France est totalement ignoré par l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est ça le vrai problème. Alors que quand je pense qu'il y a une vraie proportionnelle, je pense que là, il y a un choix, ils savent qu'ils doivent être ensemble. Et qu'ils doivent décider bon courage au Premier ministre qui sera nommé. Bientôt midi, toujours rien. Donc peut-être pas de Premier ministre aujourd'hui, je ne sais pas. Nous attendons. En tout cas, et ce sera sur l'antenne de Sud Radio, bien évidemment. Ça coince depuis longtemps maintenant. Restez avec nous. Bonne journée à tous. Dans un instant, André Berco. Merci. C'est Gilles Gonzman. Je vous souhaite une bonne année 2024 sur Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.